Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mercredi 21 octobre. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Les avocats maintiennent leur pression malgré le recul de la ministre de la Justice sur l'aide juridictionnelle. Des appartements dégradés à la résidence Pierre Antonius à Pointe-à-Pitre, les locataires interpellent la SIG. De nombreuses pièces du musée Schellcher restaurées après un siècle et demi. Le journal, Aurélie Ronze. Et malgré le pas en arrière aujourd'hui de la garde des Sceaux Christiane Taubira, les avocats guadeloupéens sont toujours mobilisés. En cause, la réforme de l'aide juridictionnelle. Les audiences sont donc bloquées depuis ce matin dans les différents tribunaux. Retour sur cette journée avec Richard Scott-Tamar. Alors que les avocats de la Guadeloupe étaient réunis ce matin sur le parvis du palais de justice de Pointe-à-Pitre, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, déclarait renoncer à financer l'aide juridictionnelle en puisant dans les caisses gérées par les avocats. Pourtant, les avocats guadeloupéens maintiennent leur mouvement de grève jusqu'à vendredi. Aujourd'hui, la profession dit mais c'est très bien cet engagement, mais nous devons rester mobilisés. Et donc, nous poursuivons le mouvement jusqu'à lundi pour ce qui nous concerne et au moins jusqu'à vendredi, c'est-à-dire le 23 au niveau national, parce que le 23, il y aura une assemblée générale du Conseil national des barreaux qui va examiner la situation avec un peu plus de recul et qui va nous donner son mot d'ordre. Les revendications des avocats sont restées les mêmes. Le mouvement de grève, lancé la semaine dernière, s'est intensifié en Guadeloupe comme en métropole. Effectivement, c'est une mission de service public que d'avoir à assurer la défense des gens qui n'ont pas les moyens. Dans le projet de loi de finances, vous verrez que le plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle va être monté à 1 500 €. Donc on considère que toutes les personnes qui gagneraient moins de 1 500 € pourraient avoir recours à un avocat. Autrement dit, ils pourront avoir recours à cet avocat, mais encore faut-il que cet avocat soit régulièrement payé. Alors pour assister quelqu'un qui serait mis en garde à vue 24 heures ou 48 heures, l'avocat qui jusqu'à présent recevait 300 €, 48 heures, 24 heures de travail, eh bien, désormais, il percevra 180 €. Cela n'est absolument pas acceptable. Depuis ce matin, plus aucune audience dans les tribunaux. Toutes les affaires sont renvoyées. Les avocats ont prévu de tenir une réunion lundi matin. On reste dans l'actualité sociale avec ce mouvement également au musée de Beauport à Port-Louis. Depuis 12 jours, le site touristique est fermé. Les salariés dénoncent notamment le manque d'entretien des infrastructures. Ils demandent également une grille de qualification. Aujourd'hui, une réunion se déroulait avec la direction. Patrick Curie et Anne-Elisabeth Hartsen étaient sur place. Une réunion particulièrement houleuse entre la direction et les salariés qui réclament une grille de qualification des agents, une classification pour tous, une vision stratégique innovante pour Beauport et le départ de la directrice. À l'issue de cette assemblée pour le moins tendue, les employés du musée de la Canne envisagent de se concerter et d'obtenir une réunion tripartite avec la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, dans les plus brefs délais. On demande au département de faire une rencontre tripartite pour que la CEMAG assume ses responsabilités et sa mauvaise gestion qu'elle y fasse face et qu'elle nous donne ce à quoi on a droit sans gel des salaires et sans remise en cause de notre jour de repos le lundi. La direction, quant à elle, soutient qu'elle a d'ores et déjà pris ses responsabilités afin de trouver une solution rapidement pour la réouverture du site avant le début de la saison touristique. J'ai souhaité rajouter 2 points, comme dans toute négociation, de façon à ce que nous puissions montrer tant aux salariés qu'à l'ensemble des actionnaires du département, le délégant, nous étions en situation de prendre nos responsabilités et donc ouvrir plus largement ce site et accueillir plus de touristes. Cela fait désormais 12 jours que le musée de la Canne a cessé toute activité. Petits trains et autres attractions restent désespérément vides. Une situation bien délicate pour le site de Beauport alors que la saison touristique commence. Et il y a 9 jours, les agriculteurs guadeloupéens étaient eux aussi mobilisés. Ils avaient notamment mené une opération escargot pour demander de l'aide à l'État face à la sécheresse.
Le préfet Jacques Billon les avait reçus en sous-préfecture. Il a d'ailleurs transmis aujourd'hui au ministère de l'Outre-mer le dossier de reconnaissance d'une calamité sécheresse de la région Guadeloupe. Jacques Billon demande notamment l'intervention du Fonds de secours sur la base du rapport des missions d'enquête et du rapport d'expertise, un rapport qui démontre le caractère exceptionnel de la sécheresse de la mi-avril à la mi-août 2015. Le préfet qui a également signé aujourd'hui le permis de construire du nouveau centre hospitalier universitaire qui prendra place dans la zone de Perrin, aux Abîmes. La pose de la première pierre aura lieu, on le rappelle, le premier semestre 2017 pour une livraison prévue en 2022. La colère à présent des habitants des quartiers nord-ouest de Pointe-à-Pitre dans le cadre des travaux de rénovation urbaine. Ils se plaignent notamment du manque de concertation avec leur principal bailleur social, la SIG. La Société immobilière de Guadeloupe, de son côté, est surprise car pour elle, il n'y a jamais eu de rupture de dialogue. Le reportage de Karine Gielman. Elle se ferme de seul côté. Donc quand il pleut, j'ai de l'eau en abondance. De mon abondance, il n'y a pas de baie vitrée là. Malheureusement, quand je les ai prévenus de ce problème-là, ils ne sont toujours pas parvenus. Donc voilà, et je vais vous montrer où j'ai déposé l'autre baie vitrée qui a failli tomber sur mon fils. Elle est juste là. Ça fait déjà 1 an qu'elle est positionnée au même endroit. Ça fait déjà pas mal de temps. Manque de concertation ou désinformation sur la situation des locataires de la résidence Paul Antonius. Quoi qu'il en soit, il est clair que les résidents font face à d'importantes malfaçons, voire des manquements à la sécurité. Le collectif, représentant des locataires, et la SIG, le bailleur, ont une interprétation différente de la situation. Première pomme de discorde, la fréquence des rencontres. À la suite de la conférence de presse que nous avons fait à Rimini-Souta, que la SIG nous a convoqués hier pour retenir nos doléances. Nous avons été assez surpris de la conférence de presse des associations, puisque nous avions une réunion programmée avec eux le 8 octobre à laquelle ils n'ont pas pu participer. Donc nous étions dans une démarche d'échange et il a été programmé donc, en remplacement de cette réunion du 8 octobre, une réunion hier le 20 octobre avec eux où nous avons discuté des différents sujets qu'ils souhaitaient aborder, qui ne touchent pas uniquement le projet de rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre. Ensuite, des accords sur la fermeture de l'agence de la SIG à Miquel, agence où les locataires venaient jusqu'à présent payer leur loyer. De nouveaux locaux doivent voir le jour à Pointe-à-Pitre. Pour l'heure, l'agence de Miquel est toujours ouverte. Donc, pour des raisons de sécurité, suite notamment à l'agression de l'agence SICOA de Grand Camp, nous avons souhaité mettre en sécurité les agents et fermer donc cette agence de Pointe-à-Pitre en attendant le redéploiement dans des conditions plus favorables au mois de mars sur le stade. La majorité des gens, prenons le cas de quelqu'un qui habite à Lizy-Mathieu, pour s'y rendre à Miquel, cette personne n'a pas de moyen de locomotion personnelle. Comment qu'il va le faire? Nous voyons où qu'ils veulent aller, amener ces gens-là vers des prélèvements automatiques. Mais nous disons que cela ne doit pas se faire. Il faut que ce soit la personne qui choisit son mode de paiement. Mais nous disons aussi qu'il n'est pas question que l'agence de Miquel soit fermée et que les gens soient obligés, pour payer leur loyer, de s'y rendre jusqu'à la SIG. Parce qu'à Grand Camp, il y a déjà tout l'ensemble des appartements qui se trouvent à Grand Camp. Alors, si vous y rajoutez Montenol, Henri IV, Bergevin, Chanzy, Lizy-Mathieu, Georges Roux, près de 2000, 3000 personnes, eh bien, ces gens-là seront obligés peut-être de prendre 1 jour, 2 jours pour pouvoir simplement payer leur loyer et ils ne sont pas sûrs de pouvoir. En tout cas, ils s'accordent sur le numéro vert mis en place pour les locataires afin qu'ils informent la SIG des difficultés rencontrées dans leur logement. Il est trop tôt pour en connaître les retombées. Jeudi 29 octobre, une réunion est prévue. Celle-ci devra permettre à la SIG d'apporter des réponses aux doléances des locataires recueillies mardi 20 octobre.
Un tout autre sujet maintenant avec les Timounes et la famille qui sont à l'honneur pendant 5 jours au stade de Gourdeliane. Le salon Kids and Family a ouvert ses portes ce matin. Un espace qui est entièrement consacré aux enfants, aux ados, mais aussi aux parents et futurs parents qui vont pouvoir trouver des conseils en matière de puériculture, de nutrition, des bons plans pour occuper les enfants. Et puis les papas ne seront pas mis de côté puisque la journée de vendredi leur sera consacrée. Côté animation, des projections de dessins animés, des initiations au hip-hop ou encore des jeux de plein air. Un salon en tout cas qui a pris de l'ampleur cette année, comme l'explique l'organisatrice Martine Fazer devant la caméra d'Éric Pommier. Mettre en place un salon comme celui-ci, c'est l'occasion pour moi d'appeler à des spécialistes, des experts à venir, à prendre rendez-vous régulièrement sur cet espace-là pour chacun dans leur domaine de compétences apporter des conseils, du réconfort aussi aux parents par leur connaissance, par leur expertise. Donc nous aurons des médecins qui seront là, qui sont spécialisés dans le monde de l'adolescence. Nous aurons des puéricultrices qui viendront, des éducatrices. Donc vraiment tous les métiers autour de l'enfant et de la famille seront là, puisqu'il y aura aussi un spécialiste, un juriste qui est spécialisé dans la médiation familiale. On sait que ça aussi c'est nécessaire. Mais je pense que nous grandissons, c'est comme un enfant qui vient de naître, ce salon de l'enfant. Et bien chaque année il prend une dent de plus, il apprend à mieux marcher, à mieux tenir debout. Et c'est en tout cas ce que je souhaite à mon salon, à ce salon qui est ouvert pour l'ensemble de la Guadeloupe et des familles, des enfants, des plus jeunes et des moins jeunes. Et surtout je leur dis aussi, s'ils ont des conseils, s'ils ont des propositions, s'ils ont des envies, mais qu'ils n'hésitent pas à m'en parler parce qu'on grandit ensemble et comme dit bien une publicité que tout le monde connaît, ensemble nous plus fort. Le salon Kids and Family qui se tient jusqu'à dimanche au Vélodrome de Gourdeliane de 10h à 21h. On en vient maintenant à l'actualité dans la Caraïbe. Ce soir, il est question de harcèlement touristique à Saint-Kitts, des banques qui financent également des projets d'énergie dans 6 pays des Caraïbes orientales, mais aussi de crème solaire qui serait nocive pour nos récifs coralliens. Voici la Minute Caraïbe par Jean-Luc Icard. À Saint-Kitts-et-Nevis, le ministre du Tourisme, Lindsey Grant, a révélé que certaines compagnies de croisière lui ont indiqué que leurs passagers se plaignent de harcèlement touristique chaque fois qu'ils visitent l'île. Ces compagnies menacent de déplacer leurs navires vers d'autres ports plus respectueux de leur clientèle si aucune mesure n'était prise. Le ministre kittitien a indiqué que sa priorité n'est pas seulement de protéger les croisiéristes qui débarquent sur le port, mais aussi de protéger le produit touristique Saint-Kitts-et-Nevis dans son ensemble. Il s'agit de l'image de l'archipel à l'extérieur. La Banque interaméricaine de développement et la Banque de développement des Caraïbes ont débloqué un prêt de 71,5 millions de dollars pour financer des projets portant sur les énergies renouvelables pour 6 pays de la Caraïbe orientale que sont Antigua et Barbuda, Dominique, Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines. Ces 2 grandes banques internationales ont souligné que ces petits États insulaires ne peuvent atteindre la taille critique pour importer des combustibles fossiles à des prix compétitifs. Il s'agira pour ces pays de changer leur modèle énergétique pour devenir plus compétitifs et moins dépendants de l'extérieur. Une nouvelle étude publiée dans un journal américain de toxicologie a découvert que les composants chimiques contenus dans la crème solaire représentent une menace écologique sérieuse pour les coraux et les récifs coralliens. L'étude montre qu'il suffit d'une goutte de ce produit chimique, l'oxybenzone, pour provoquer une catastrophe écologique. 80% des récifs coralliens dans les Caraïbes ont été ainsi décimés. L'étude appelle à ce que tous les efforts soient portés pour réduire la pollution à l'oxybenzone, à côté des actions en cours liées à la reconstruction des récifs coralliens. Retour en Guadeloupe avec un tout autre sujet puisque de plus en plus de femmes tentent de passer leur permis moto, un monde que l'on pourrait qualifier à la base de machisme et qui se démocratise. Éric Pommier a justement pu suivre cet après-midi à Bémao quelques futures motardes qui doivent bientôt décrocher le précieux sésame. Marie-Danielle, en apprentissage du permis moto depuis un mois, ne pouvait plus concevoir sa vie sans avoir le plaisir d'user la selle d'une moto. Conclusion, elle s'est jetée à l'eau depuis peu. Objectif, obtenir très rapidement son passeport pour rouler en toute légalité. Écoutez, c'est un milieu qui m'a toujours fasciné, c'est un milieu qui m'a toujours intéressé. Et j'ai eu la chance de travailler dans une concession moto pendant un certain nombre d'années. J'ai jamais osé aller jusqu'au permis. Et là, je me suis dit pourquoi pas, surtout que ça devient un milieu très très féminin
Donc je me suis lancée, voilà. Cet expert du deux roues avoue depuis quelque temps vivre non pas un phénomène de mode, mais plutôt un mode de déplacement plus pratique pour la jante féminine, sans occulter bien sûr la notion de loisir. Sur une centaine de clients enregistrés sur une année, pas moins de 70 femmes ont franchi le pas. En France, selon un sondage, 25% des conducteurs de scooters et de motos sont des femmes. Ce que Julie, qui est à l'école du permis depuis un mois, traduit par une envie de mettre un peu plus de piment dans sa vie, mais surtout de concrétiser un rêve. Ça a toujours été une passion et puis je suis attirée par la moto. Donc un jour, je me suis décidée, une copine et moi, on s'est dit on va tenter et on ne connaissait rien du tout. Et puis voilà, on y est aujourd'hui et on essaie de voir comment on va faire pour avoir le permis vite fait. Base sécuritaire, comportement à moto, regard, faire corps avec sa machine sont au cahier des charges du permis moto. C'est le prix à payer pour anticiper le danger qui, bien sûr, n'est pas exclu, surtout en deux roues. Julie et Marie-Danielle mesurent bien ce paramètre, pas de quoi froisser leur passion pour la moto. Nous sommes exposés au risque en tant que motards parce que nous n'avons pas de carrosserie, c'est nous qui servons de carrosserie. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir toutes les protections requises, gants, casques et blousons et chaussures de sécurité adéquates pour les motards. Voilà. Oui, j'en suis consciente malheureusement même quasiment tous les jours, puisqu'on entend toujours des accidents par-ci, par-là. Après, je me dis, écoutez, on fait aussi des accidents, qu'on soit à pied, qu'on soit à vélo, qu'on soit en voiture. Donc après, c'est à moi de prendre mes responsabilités et de faire en sorte de faire attention. Elle arrive avec beaucoup plus d'appréhension qu'un homme. Mais elle est beaucoup plus réceptive des informations qu'on lui donne par rapport à un homme. Donc peut-être que la formation est un petit peu plus longue, mais en général, les femmes font des meilleurs motards que les hommes. La moto, un truc de mec, ce n'est plus écrit nulle part. Écoutez, parce qu'il faut mettre un peu de charme dans ce milieu d'hommes, je me dis. Donc, non, mais c'est effectivement, c'est vrai que même on le voit tous les jours sur le plateau d'aujourd'hui. Souvent, on est quasiment que des femmes sur le plateau. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont où les hommes maintenant? Donc, non, mais je pense que c'est la liberté en fait qu'on ressent. Et puis, une femme dans un milieu d'hommes, c'est toujours intéressant. Exactement. Allez, un tout autre domaine maintenant avec le musée Schoelcher de Pointe-à-Pitre qui accueille en ce moment des restaurateurs d'art. Ils sont chargés de restaurer 4 statues gréco-romaines, des moulages en plâtre qui ont aujourd'hui 130 ans et qui ont bien besoin de rafraîchissement. Le reportage de Muriel Barlagne. C'est la tête du gladiateur Borghese, plus précisément celle de la réplique en plâtre de la célèbre statue exposée au Louvre. Bientôt, elle sera remise en place, tout comme ses bras. C'est sa première vraie restauration depuis sa fabrication au XIXe siècle. Elle a été réalisée par les ateliers de moulage des musées de France, comme les autres statues de la collection constituée par Victor Schoelcher pour l'ouverture du musée qui porte son nom. Une quinzaine de reproductions d'œuvres connues, représentatives des courants artistiques de l'Antiquité. On sait exactement comment en fait, le choix de Victor Schoelcher s'est fait, puisqu'on a retrouvé des lettres qui permettent donc de voir à quel moment, on est en 1885, Schoelcher a eu l'autorisation du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, et pas de ministère de la Culture à l'époque, lui a donné donc l'autorisation d'aller au musée du Louvre pour qu'il puisse faire son choix parmi les œuvres antiques qu'il souhaitait voir copiées. Le musée Schoelcher est donc en chantier pour la semaine, le temps que 2 restaurateurs indépendants venus de Paris réhabilitent 4 statues qui ont subi les outrages du temps. C'est le cas de cette copie de l'Apollon Soroctone. Il manquait sur cette œuvre le bras gauche, le bras droit, la tête du lézard et le pénis de la sculpture. Donc nous sommes venus les remettre en place en les ensemblant au moyen d'armatures, en les collant. Et nous reprenons les bouchages que nous avons réalisés hier pour que la jonction entre les parties anciennes et les restitutions que nous venons de faire soit correcte, pour que les jonctions et que l'ensemble soit parfaitement lisible et homogène. Depuis leur arrivée, les statues ont aussi été badigeonnées avec du lait de chaux, ce qui leur donne une couleur grisâtre et poussiéreuse. L'étape finale de ce travail consistera à nettoyer les surfaces et à opérer des réajustements colorés. Et le grand public est invité à rencontrer les restaurateurs vendredi à 18h30 donc au musée Schoelcher.
On va parler de sport maintenant, à suivre ce soir en football, la première finale de la Coupe de France pour la zone Guadeloupe. C'est à 20h au Stade des Abîmes. Le club sportif moulien affronte la Gauloise de Basse-Terre. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur ces images signées Éric Pommier. Les équipes sont arrivées il y a quelques minutes à peine sur les lieux de la rencontre. On peut voir donc les joueurs descendre de leur bus, les joueurs du CSM et de la Gauloise de Basse-Terre. Et je vous propose maintenant d'écouter justement les entraîneurs des deux clubs. C'est une finale, donc automatiquement tout le monde est motivé, tout le monde a envie de faire une belle rencontre. Et puis j'espère qu'à 22h, nous serons les vainqueurs. Oui, je pense qu'après c'est le terrain qui va dicter les règles. Donc pour ça, faut pas se prendre la tête plus que ça. On s'est bien préparé, je crois que c'est un grand rendez-vous, donc on tâchera de répondre présent. En tout cas, dans la qualité de la motivation, on essaiera d'être là parce qu'on a bien travaillé. Et puis on espère que la victoire sera de notre côté. Vous sentez bien le moral des troupes? Oui, c'est une finale. Je crois qu'il faut déjà prendre ça comme une forme de récompense dans un premier temps parce qu'on a bossé pour arriver là. Et après l'objectif c'est d'aller bien au-delà. Donc il faut être motivé, il faut être prêt. Et les joueurs, je crois, qui sont conscients de ça. Donc plutôt bien. Voilà, Richard Albert qui répondait notamment aux questions d'Éric Pommier. La première finale de la Coupe de France pour la zone Guadeloupe, c'est donc ce soir à 20h entre le CSM et la Gauloise de Basse-Terre. L'autre finale se déroulera samedi, également à 20h aux Abîmes. Elle opposera l'Étoile à l'USBM. Avant de vous laisser, on jette un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain matin. Le temps devrait encore être incertain avec un mélange d'éclaircies, de gouttes de pluie et de coups de tonnerre localisés. Les températures au réveil entre 26 et 29 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Nous sommes mercredi aujourd'hui et le mercredi, c'est le jour des sorties de ciné. Vous allez donc retrouver dans quelques instants votre magazine Synopsis. Il sera suivi du journal de TF1, puis des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Votre programme pour la soirée, E égale M6, suivi du meilleur pâtissier. Pour ma part, je vous retrouverai demain à 12h30 pour votre édition de la mi-journée. En attendant, passez une excellente soirée sur Alizé.